Merci. J'étais vraiment très touchée quand j'ai reçu l'invitation. Je ne sais pas de qui d'ailleurs, mais j'étais touchée puis j'étais très fière parce que c'est pas souvent que Hexagramme a fait un colloque dans le cadre de l'ACFAS. Alors, pour moi, ça voulait dire aussi qu'il allait y avoir une autre étape de la recherche-création, si je peux dire. Alors, cela dit, ça fait 20 ans que je ne fais plus de recherche dans le domaine dans aucun domaine, sauf dans le domaine de la recherche, de l'excellence en recherche. Et alors, c'était pas simple pour moi de préparer une présentation aujourd'hui parce que j'espère que ça tentera quelque chose de vraiment brillant sur le plan théorique et intellectuel parce que je suis de loin les travaux et d'Hexagramme et toujours évidemment des arts médiatiques qui m'intéressent. Mais c'est vrai que m'étant plus active, je ne suis pas du tout à jour. Alors, il faudrait que je sois dans la salle à prendre des notes sur tout ce que vous avez présenté. Alors oui, je disais pour vous préparer, je dis ça pour préparer votre niveau d'attente par rapport à ce que je vais dire. Puis je me suis aussi dit que vous m'aviez peut-être invité, ou sans doute aussi invité, parce que je suis au Fonds de recherche du Québec, qu'on est la première agence, je dirais probablement à travers le monde, à avoir eu des programmes spécifiques sur la recherche-création. On pouvait postuler au CRSH et dans beaucoup d'universités, surtout anglo-saxonnes, mais il n'y avait pas de programme universitaire comme tel. Alors, et c'est vrai que je suis encore maintenant sollicitée et par la Suisse, et par la France, et par la Belgique, pour des universités qui voudraient développer des programmes de recherche-création. Alors, ce n'est pas encore acquis partout dans le monde. Peut-être encore un petit mot en introduction, dire que, parce que pour moi, Hexagramme, ça veut aussi, et ça m'émeut vraiment, ça veut aussi dire l'implantation d'Hexagramme, qui s'appelait d'abord le SIAM, qui quelques années plus tard s'est joint à Hexagramme. Et je le dis parce que j'ai fait 2 fois la tournée des 18 universités au Québec, puis dans ma deuxième tournée, elles sont 20 maintenant. Il y a le Collège Royal, Militaire Royal, Collège Royal Militaire, puis l'ITHQ qui sont devenus entre-temps aussi des universités. Dans toutes les universités où je suis allée, j'ai trouvé l'occasion, selon les groupes que je rencontrais, en tout cas, au moins une fois de dire que c'est très important de persister quand on fait une demande de subvention, parce que Hexagramme, je me suis prise à 7 étés, en fait, été complet à écrire la demande. Au bout de 5 étés, j'ai dit non, je renonce. Il y avait Anne Marek qui était présidente du FCAR à l'époque qui m'a écrit une belle lettre disant « Madame Poisson, s'il vous plaît, persistez, on va finir par faire un programme pour le type de projet que vous avez. » Lucam me disait « Oui, persiste. » Je me trouvais pathétique. Je me disais « Non, c'est pas... » En plus, ça, c'était beaucoup de chercheurs. Vous le savez, je sollicitais vos CV, tout ça, pour monter le dossier. En fait, c'était la 7e demande qu'on l'a obtenue. Puis pour l'époque, 2000, on a obtenu 1 200 000 $. C'était énormément d'argent. Enfin, alors, je le dis, ça fait partie de la préhistoire, ça, disons, du SIAM et d'Hexagramme. Alors, j'ai partagé j'ai trouvé aussi difficile de monter ma présentation parce que j'ai examiné votre programme, puis ça va dans beaucoup de directions, ce qui est c'est propre au foisonnement des arts en général, la création, bien entendu. Mais pour moi, c'était difficile là, de mettre un focus, si on peut dire. Alors, j'ai partagé en 3 grandes parties. Une partie qui va porter plus sur recherche-création, une partie sur art et sciences, puis une partie sur post-humain. Puis je vais vous présenter, je l'ai aussi redécoupé en... c'est toi qui vas faire ça très bien maintenant. Là, c'est mon plan, je reste quand même un prof. La diapo suivante, sur la recherche-création, un historique très bref, oui, la suivante. Alors, en 92, le FCR a une première politique
de recherche-création universitaire, pas encore de programme, mais petit. En 99, une première définition de ce qu'on appelle la recherche-création, puis 2 programmes. Programme regroupement stratégique auquel on a postulé et qu'on a obtenu, mais on l'a obtenu en 2001. En 2003, un ajout au volet du programme que vous fréquentez beaucoup, je le vois. Et je trouve que, j'en profite pour dire que vous devriez déposer plus de demandes, mais parce que c'est plus on en dépose, plus on a de chance d'en avoir. En 2015-2016, on a fait une révision, parce que quand je suis arrivée au fond, on a revu le programme avec un représentant de chaque université pour que toutes les disciplines soient représentées. Donc, on a revu la définition, etc. Puis en 2023-2024, la directrice des grands défis de société, au fond, est un secteur parallèle, qui touche les trois secteurs, a lancé une grande consultation, certains d'entre vous y avez participé, sur les rapports arts et sciences. Et le rapport a été déposé en novembre. J'ai repris quelques éléments sur la diapositive. Alors, ce qu'on appelle recherche-création, quelques éléments de considération autour pour présenter la définition. Il s'agit de production d'œuvres issues de pratiques artistiques et créatives, à condition que l'approche, le procédé, la technologie, les matériaux, la forme de présentation, d'expérimentation, le répertoire ou le style interprétatif soient innovants et renouvelés. Alors, et que ça conduise à produire de nouveaux savoirs, c'est très important, et ça l'est encore plus maintenant, de reconnaître les savoirs issus de formes de recherche qui ne sont pas strictement de la recherche fondamentale et la problématisation de la pratique créatrice ou artistique. C'est le postulat, comme il peut y avoir de recherche-création sans échange et des allers-retours avec la pratique artistique. C'est important que une problématisation de la pratique se développe, s'articule avec les diverses étapes du cheminement de la création, dans le but de produire de nouvelles connaissances esthétiques, théoriques, méthodologiques, épistémologiques, techniques, et qui, elles, pourront être transférées, évidemment pour les profs, auprès de leurs étudiants, mais plus largement à la communauté de la recherche-création. La recherche-création devra amener à développer une position réflexive sur la production d'une œuvre nouvelle ou inédite, ou sur la mise en œuvre de nouveaux processus de création, et idéalement devra amener à développer une position épistémologique émergente. Et là, ça va être très important parce qu'en ce moment, on travaille sur l'excellence en recherche. En fait, on travaille continuellement, mais on a un très gros dossier en ce moment là-dessus. Et d'essayer de voir quels sont justement les apports épistémologiques de diverses formes de savoir. Notamment, on travaille sur la décolonialité des savoirs et des savoirs traditionnels, autochtones ou provenant d'autres, de la diversité, si on peut dire, de la société. Recherche citoyenne aussi. Peut-être la suivante, là, ça va être la définition. Alors, vous la connaissez, je pense, je ne sais pas si c'est la peine que je la lise. Elle reprend grosso modo ce que j'ai dit, mais donc, il y a 2 éléments qui sont essentiels, qu'il y ait une activité créatrice. Bon, c'est pas nécessaire d'être une œuvre achevée, ça peut être juste la conception d'une œuvre, d'un projet, une expérimentation, un développement technologique, du prototypage, et qu'il y ait une problématisation de ces activités, une saisie critique et théorique du processus de recherche-création, de création artistique et conceptuelle. Les types de recherche, je vous les présente parce que puis j'ai mis en rouge ceux qui concernent de près ou de loin, d'assez près souvent, la recherche-création. C'est celui qui est la recherche fondamentale, on comprend que la recherche-création ne s'inscrit pas dans l'axe de recherche fondamentale, mais il y a souvent de la recherche-action dans toutes les œuvres, même je dirais, où il y a une activité communautaire, ou il y a une activité avec des publics.
souvent même, on pourrait dire que tout le travail, tout ce qui s'est développé autour des œuvres interactives était une manière de faire de la recherche participative, partenariale. Alors, ça, je vais aussi m'assurer que ce soit documenté dans ce qu'on appelle recherche partenariale, que la recherche participative ou la recherche interactive en fasse partie, en soi. La recherche citoyenne des Living Labs, la recherche transdisciplinaire, intersectorielle et interdisciplinaire. Ça, c'est très important aussi. Ça l'est au fond, puis là, ça l'est vraiment dans votre programmation. Beaucoup de liens entre beaucoup de sciences et de pratiques artistiques dans le... Oui, puis la décolonialité des savoirs. Je pense que les autres formes, les autres types de recherche, ça se peut qu'il y ait des liens interordres là, avec les collèges, mais les autres types vous concernent moins. Surtout que la recherche-création est rarement, oui, ça peut être la réponse à une commande, disons, mais ça reste toujours dans une production complètement libre. Là, on a fait, oh mon Dieu, on va bien. On a fait une espèce de cartographie qui n'est pas tellement inspirante, là, mais c'est un document de travail, c'est vraiment des post-it. Pour essayer de distribuer les types de recherche. Et j'attire votre attention, c'est pas moi qui l'ai fait, puis c'est pas quelqu'un qui l'a fait en travaillant avec moi là-dessus. La recherche-création est au cœur, vous le voyez. En fait, c'est pour ça que j'ai repris la diapo. Parce que ça concerne, ça touche aux 4 cadrans de la recherche à la fois qui peut concerner la recherche théorique et la recherche appliquée, qui vise à comprendre des phénomènes, à essayer de comprendre des phénomènes sociaux, etc., qui vise à en rendre compte aussi, si on peut dire, qui peut être partenarial, qui peut être sans partenaire. Il y en a qui bidouillent seuls dans leur lab une nouvelle technologie, un nouveau processus, puis ils n'ont pas besoin de travailler avec d'autres, ou même pas en vue d'un projet. Évidemment, les dimensions qualitatives et quantitatives. Art et sciences. Alors, je l'ai articulé autour de la recherche intersectorielle, qui est très importante dans toutes les formes de recherche, et de plus en plus maintenant, comme vous le savez, parce que les problématiques sont très complexes et que ça demande des regards croisés pour essayer de les comprendre et éventuellement trouver des solutions. Ouverture à différentes approches méthodologiques co-construites. Puis, ce qui est particulier de la recherche intersectorielle et qui est un grand défi pour nous, parce que le travail au fond de recherche, ça consiste à évaluer de la recherche, à former des comités d'évaluation, les regrouper, les former, comités d'évaluation, ça prend 3-4 mois. Il y avait 741 professeurs qui ont contribué l'année dernière, juste à mon secteur, à moi, à l'évaluation des... Puis certains ont fait plus d'un comité. Je vous dis ça pour dire que c'est un gros effort de la communauté. Les comités d'évaluation, évidemment, se tiennent. Les demandes de subventions qui sont faites font aussi partie du processus. Ce que je veux dire, c'est que une demande intersectorielle, elle est toujours ad hoc. La méthodologie est presque toujours particulière à la rencontre de ces deux disciplines-là, je veux dire n'importe quoi, anthropologie et art. Mais après ça, si c'est anthropologie et physique, ou si c'est anthropologie et extraction minière, n'importe quoi, vous aurez compris que le montage méthodologique, il va être particulier à ces deux rencontres et à l'objet sur lequel va porter la recherche et au projet artistique. Alors, ça veut dire que c'est pas aussi... Vous comprenez que quand on forme, disons, en sociologie, n'importe quoi, ou en psychologie constructiviste, bien, tous les théoriciens qui vont participer au comité d'évaluation comprennent c'est quoi, puis savent exactement. Alors que là, il faut comprendre la méthodologie qui est en train de se construire ad hoc.
évidemment, on espère qu'il y aura des percées méthodologiques et que c'est mis par une culture de la découverte. Les maillages intersectoriels en recherche peuvent prendre se font de diverses façons. La conception et au développement conjoint du projet, de la problématique, et on voit que peut-être je peux faire juste un petit aparté ici. Quand je suis arrivée au fond en 2015, il y avait un grand article sur l'invisibilité des recherches en sciences humaines et sociales. Et depuis qu'on a beaucoup travaillé sur l'intersectorialité et qu'elle est de plus en plus présente, les sciences humaines et sociales n'ont jamais été aussi visibles, autant sollicitées, et pas seulement un éthicien pour donner bonne figure au projet. C'est toutes les sciences humaines, les démographes, les sociologues, les sciences sociales, les économistes, les pédagogues, les historiens sont sollicités. Oui, la suivante. De différentes façons aussi, doivent participer au développement d'une méthodologie innovante, je viens d'en parler, à la composition des équipes, c'est facile à comprendre, puis à l'inclusion de toutes les sphères de la société. Ce n'est pas toujours le cas, mais c'est souvent le cas quand le grand public est éventuellement interpellé. Alors, l'intersectorialité, une autre de ses grandes richesses, c'est que ça a permis de créer plusieurs sciences et plusieurs disciplines, et ça, on l'oublie souvent. En fait, si vous regardez la liste des sciences, il y a 1600 disciplines dans le Code des disciplines au Canada. Quand vous les regardez, plusieurs d'entre elles sont issues de la rencontre de deux autres disciplines. En fait, c'est le mode de production de nouvelles disciplines le plus fécond. C'est par l'intersectorialité, la rencontre. Et là, j'avais pris cette image-là, qui n'est pas du théâtre, mais vous aurez compris, c'est vrai que le cinéma, c'est issu de la rencontre de la photo et du théâtre, et qui a donné, là, j'ai mis les arts médiatiques, c'est un paradigme, si on peut dire, de l'intersectorialité, parce que les arts médiatiques, ça depuis, c'est pratiquement toujours la rencontre avec une autre forme de science ou une autre forme d'art et une autre forme de science. Alors, j'ai mis il pouvait y avoir des rencontres, on pourrait dire, par croisement, comme c'était le cas de photo et théâtre pour faire le cinéma. Mais par croisement, là, ça va de soi entre infographie, robosculpture, infochorégraphie, musique électroacoustique, bio-art, architecture virtuelle, les arts réseau, le cyberart, l'art génétique, qui combinent des champs d'expertise. Puis ensuite, par extension ou par contamination, alors le bio-art encore, mais là, c'est pas tellement parce que c'est biologie avec art, c'est parce que dans biologie, ça va se répandre dans toutes sortes de formes de biologie, dans le space art spatial, je trouve ça. Les installations sonores, les performances interactives, la réalité virtuelle. Là, c'est sur le terrain où ça se pratique, non pas des disciplines, mais sur le terrain, disons, bio-art, sur le terrain de la biologie, du vivant et de la réalité augmentée, les arts immersifs, les arts réseaux. Là aussi, c'est sur le terrain de la pratique des réseaux et non pas des télécoms, des expertises en télécom. Les vêtements interactifs, en fait, ça se développe sur d'autres territoires où c'est adapté ou adopté par un autre domaine. Ça se forge aussi des croisements par résolution de problèmes ou en posant de nouveaux problèmes. Par exemple, l'architecture et domotique, jeux vidéo, pédagogie, plusieurs extensions technologiques au profit de la mobilité, de relais de sensorialité, etc. Bon, j'ai donné un exemple, puis on ne s'attendra pas longtemps, puis ça date de 15 ans. En fait, comment le bio-art lui-même est devenu, puis c'est probablement 2 fois plus que ça maintenant. Oui.
Alors, les grands défis de société au FRQ, je les ai mis parce que c'était sur comment les nouvelles problématiques peuvent engendrer des relations intersectorielles. Évidemment, les changements climatiques, le développement durable et l'économie circulaire. Les changements démographiques, la place des femmes, l'immigration et le vieillissement. Et je lisais récemment dans un article dans le New York Times que le vieillissement de la population est un problème encore plus grave que les changements climatiques. Parce qu'au rythme où se reproduit la population mondiale, dans des pays où, par exemple, le taux est à 0,6%, alors qu'il faudrait que chaque femme ait 2,1% pour que l'humanité se renouvelle. On est tellement en deçà dans la reproduction. Même les pays d'Afrique qui avaient des très hauts taux ont beaucoup baissé leur taux. Et la population n'arrête pas de vieillir dans tous les pays du monde, incluant l'Afrique, l'Asie, etc. Alors bientôt, il n'y aura personne pour fournir à manger aux vivants, aux humains. Alors, disons que ça pose aux vieux humains. Aux vieux humains. Attends, qui ne pourront pas eux-mêmes, évidemment, même pas se rendre au frigo. Alors, non, mais c'est vrai que ça pose un gros problème. Et en plus, il y a plein d'autres phénomènes autour de ça. Bon. La démocratie et la citoyenneté, ça, je pense que ça devient un des enjeux aussi criants. La transformation du marché du travail avec le numérique, l'IA et la robotisation, la santé durable et holistique, puis les villes intelligentes. Okay. Alors, les éléments du colloque qui rejoignent soit des rencontres entre art et sciences, soit des grands problèmes de société, soit d'autres formes, par extension, là, de l'intersectoriel, des rencontres art-sciences. Alors, j'ai repris des mots de chacun des exposés que j'ai vus dans le programme, des résumés. La réimagination de l'éducation artistique de l'assimilation algorithmique. Je ne vous dirai pas à quoi je l'associe, là, vous venez de les voir, les grands défis. Ça, c'est par rapport aux grands défis. Création à partir de la circularisation des déchets textiles. Dispositif interactif inspiré par le post-humanisme et les arcades majeures du Tapo, croisement et prolongement de technologies informatiques émergentes, l'algorithme, etc., les agencements machiniques de la subjectivité, les aérostabiles, automates volants, autonomes et entre drones et dirigeables pour explorer des zones réputées inaccessibles. La diapositive. Ça, c'est l'intersecteur. Tout ce qui rejoint l'intersectorialité, interactivité, art et recherche en géographie maritime avec des disciplines scientifiques. Donc, art et recherche en géographie et en études organisationnelles, rencontre entre les arts, la science et le design, le projet immerstellaire et rencontres astronomiques à travers un voyage immersif présenté dans un dôme de projection immersive. Rôle du bruit dans le processus créatif. Le bruit est présenté en tant que force, relation transformatrice. Pierre prélevée par un procédé photogrammétrique qui peut induire le jeu d'archet d'un violoncelliste. Performance installation qui engage le public avec des robots dans des expériences suscitant des interprétations, perceptions et objectivité. Puis par rapport aux méthodologies, l'éveil, tel que proposé par le bouddhisme dans une option post-humaniste, à travers des pratiques artistiques et des méthodologies combinant l'auto-ethnographie et des méthodes de recherche basées sur les arts, échange interrogeant également les ontologies et épistémologies de création mêlant art vivant et génie, ethnographie sensorielle et les liens entre les communautés humaines plus humaine et le territoire, méthodologie de la recherche-création en tant qu'alternative, où le territoire devient un acteur dans la création, et danser le corps-paysage par des pratiques écosomatiques pour révéler des savoirs situés et incarnés, et finalement, développement théorique du concept de médium milieu.
En fait, j'ai fait ce travail-là parce que je ne savais pas exactement par quel bout prendre votre colloque. Puis là, je me suis dit, c'était tellement, vous le voyez, que c'est vraiment dans beaucoup de directions. Alors, je me suis dit, mais c'est vrai que ça illustre très bien ce qu'on essaye de promouvoir au fond de recherche. Je veux dire, la recherche, la recherche intersectorielle, puis je le dis rapidement, ma première tournée en 2015, j'en ai parlé dans toutes les universités. Il n'y a pas une université où je n'ai pas été très, très challengée, parfois brusquement. C'était une fin de non-recevoir. Puis ma deuxième tournée, toutes les universités me présentaient tout ce qu'ils avaient développé en intersectoriel. En 5 ans, ça c'était incroyable. C'est pas juste le fond, là, c'était un mouvement international. En guise de conclusion, quelques réflexions sur le post-humain. Le post-humanisme, des mondes parallèles et des environnements virtuels, en fait, c'est ce qui se construit ensemble, si on peut dire. On y est déjà progressivement à un petit pas, parce qu'on est déjà tous des post-humains, à beaucoup d'égards. De réparation d'implants, d'extension technologique, d'interface incorporée. Et là, ça touche aussi beaucoup la récupération, l'adaptation de technologies déjà existantes. C'est pas quelque chose qui va brusquer, qui est brusquement. Je parle à des savants de la question. Excusez-moi, pour ça c'est le plus difficile pour moi. Développement ou invention de dispositifs en fonction des projets. Mise au point, c'est beaucoup la contribution des artistes aussi par rapport au post-humain. Mise au point de dispositifs tablant sur l'interaction et l'agentivité du public. Réhabilitation de formes de sensorialité perdues ou inédites. Ça, c'est quand même fascinant de voir à quel point on sous-utilise nos capacités sensorielles et combien les extensions qu'on fabrique nous révèlent des choses. Risque de sombrer dans la fascination des écrans, quels qu'ils soient, je veux dire qu'ils soient géants, comme des écrans de Moret, ou qu'ils soient des lentilles posées sur les yeux. C'est la dernière diapo. Des médiations de plus en plus prises en charge par le numérique et l'IA. Et là, le problème, c'est que par l'IA, c'est souvent à notre insu et même à l'insu des développeurs, des gens qui sont à Nzan, qui sont sur le terrain et qui réalisent que finalement les ordinateurs développent des réseaux de communication entre eux et que ça nous échappe. La découvrabilité des contenus, ça c'est vraiment formidable avec l'intelligence artificielle. Mais c'est vrai que ça crée une immense économie, on pourrait dire, grosse compétition sur l'économie de l'attention et la conquête des cerveaux, finalement. Les dispositifs virtuels qui sont extraordinaires pour créer des effets de présence et rapprocher et permettre des échanges, des interactions palpables. Et là, les artistes en développent beaucoup. Mais en même temps, ça crée des pertes de repères. La connectivité accrue et le fait qu'on puisse être justement à la fois ici et ailleurs, qu'on puisse se projeter sur diverses scènes, et en même temps, le risque, c'est de perdre toute mobilité, toute motricité. Encore connectivité accrue, si on peut dire, avec le contrôle de l'intimité et de la conversation par l'IA, où on réalise pas, on peut penser qu'on échange avec quelqu'un, mais en réalité, on échange avec un chat ou avec un bot, etc. On n'est pas... Et c'est vrai que ça rentre dans notre intimité de nos conversations, de nos vies. Bon, évidemment, rester vigilant et critique, puis préserver le prisme et le cadrage culturel, ça reste primordial, je pense, pour les arts. Voilà. Je vous remercie, j'en avais relancé. Merci beaucoup, Louis. Je me permets de t'appeler Louis. Ça fait 30 ans qu'on se... Ça fait plus que 30 oui, ans. effectivement. Ah, ouais. Donc, je voulais saluer d'abord ta présentation. Même si tu joues sur le banc, tu pourrais dire, en termes de hockey, tu as quand même une grande pertinence. Enfin,
j'ai trouvé tout à fait pertinent les remarques que tu nous as partagées et le travail que tu as fait de tenter et voilà. Donc, je te remercie. Je te remercie aussi pour tout ce que tu as fait pour avant Hexagramme, le SIAM, Hexagramme et tout ça. Donc, je pense qu'on voulait souligner ici tout ton apport et ta contribution, ton enthousiasme, le fait que tu nous as installés dans les réseaux internationaux. Tu as beaucoup contribué au réseau international. En fait, j'ai rencontré plein de gens de l'international grâce à toi. Donc, je voulais te remercier, puis au nom d'Hexagramme, te remercier beaucoup pour ton apport. Je n'étais pas toute seule, vous étiez... en tout cas, vous êtes 3-4 là aujourd'hui qui étiez là dès la première heure. Mais tu as quand même eu un rôle d'animatrice. Oui, je ne nie pas. Voilà. J'aimais ça. Je voulais le souligner. Merci. Donc, on a une dizaine de minutes, si vous voulez, poser des questions, faire des commentaires, éventuellement des hommages à Louise. Donc, vous êtes les bienvenus. Les hommages, en général, quand les gens disparaissent... Ah, c'est justement, je pense qu'il faut quand même y penser un peu avant aussi. Je suis encore en poste pour 6 mois, mais mon successeur, plutôt, parce que ça va être, si j'ai bien compris, un homme, parce qu'il y a 2 candidats qui ont été retenus et dont le dossier est en ce moment au Conseil des ministres. C'est déjà passé l'étape du ministre. Alors, je devrais avoir une nouvelle prochainement, mais de toute façon, je suis là encore jusqu'au 30 septembre. Puis, dans le temps que je suis là, le gros dossier sur lequel, en ce moment, je travaille, c'est COARA. On a adhéré au plan COARA. C'est une coalition internationale, occidentale, grosso modo, qui est née en Europe et qui cherche à mutualiser et mettre en commun nos perspectives sur l'excellence en recherche. Et c'est pour ça que j'ai fait le travail des différents types de recherche. On va tous bien les définir. C'est toutes les formes de recherche que nous acceptons au fond de recherche. Et puis recherche-création, eux avaient présenté comme 2-3 formes de recherche fondamentales, appliquées, etc. Bon, en fait, on comprend qu'il est comme dans le pas. C'est pour ça que j'ai fait faire une cartographie, parce que dans recherche et action, il y a plusieurs types. Ça peut être participatif, ça peut être... c'est pour ça que j'ai fait faire. Mais recherche-création, personne ne l'avait mis. Et là, j'étais vraiment fière, parce que ça veut dire que c'est long avant que ça... Et c'est quand même une forme de recherche qui produit énormément de nouvelles méthodologies, de nouvelles approches, de nouveaux cadrages des problématiques, puis des nouveaux savoirs techniques en peinture, etc. Puis c'est vraiment étrange que... Puis pourtant, l'Europe a une si longue culture artistique. Bon, ils ont des écoles des beaux-arts, puis ils ont des conservatoires, mais c'est drôle que... Puis il y a beaucoup d'universités en France, surtout, qui ont les beaux-arts. Mais c'est drôle, cette méconnaissance de ce que peut faire la recherche-création. Si je peux me permettre une petite remarque, je trouve intéressant aussi comment la recherche-création contamine la recherche qualitative. Absolument. De plus en plus, moi, je suis rejoint par des personnes qui font de la recherche, ce que j'appelle recherche-recherche, qui font de la recherche-recherche, et puis qui disent, nous, on fait quand même de la recherche-création parce qu'on mobilise la création pour faire des parcours, je ne sais pas trop quoi. Donc, non seulement la recherche-création existe par elle-même, mais il y a eu une contamination et elle est de plus en plus grande. Donc, absolument. Je pense que tu remarques ça aussi. Absolument. Et en fait, c'est dans toutes les rencontres intersectorielles, de toute façon, il y a nécessairement une contamination des approches des uns des autres. Et c'est en grande partie aussi ce qui continue d'enrichir la recherche-création, parce qu'elle se frotte à plein d'autres disciplines. Et chaque fois, ramène quelque chose de... C'est comme quand on voyage, on ramène des plats, non, mais c'est des saveurs, c'est la même chose un peu. Puis dans la recherche-création, et cette image que j'aime tellement, de mélanger l'eau et la farine pour faire le pain, mais dans la recherche-création, il arrive que ça forme un pain. Je veux dire que c'est un réel mélange. Et c'est ça que...
je pense que les sciences humaines et sociales ont eu beaucoup peur d'être instrumentalisées par les sciences de la nature. En fait, c'est plus le cas. Les sciences humaines et sociales, évidemment, les arts et les lettres, ont un apport qui est propice à toute l'heuristique, à tout le sentiment de découverte de nouvelles solutions, de nouvelles... Oui, Jean. J'ai une question. Tu as nommé brièvement le rapport sur le financement des projets arts et sciences qui est tout juste sorti. Ça a ouvert une porte de curiosité. Est-ce que tu peux comme résumer rapidement les conclusions? Le rapport dont j'ai parlé, c'est un rapport sur la consultation sur les arts et sciences. Les conclusions, c'est qu'il devrait y avoir plus d'argent. C'est qu'il devrait... Ah, tiens, ça aussi. François, Joseph. Ah non, je l'ai dit. OK. Il devrait y avoir plus d'argent, il devrait y avoir... il y a encore des gens... Moi, j'ai assisté à 2 rencontres, une qui se tenait à la Place des Arts, les 2, en fait. Et il y avait encore des gens qui avaient peur d'être instrumentalisés, soit les artistes, soit les sciences humaines. Moi, je pense que c'est pas grave d'être instrumentalisé, puis c'est pas grave de servir à quelque chose. Parce que là-dedans, il y a comme une éducation qui se fait aussi je veux dire, que la personne, au fond, je veux dire, c'est pas toujours malveillant de vouloir instrumentaliser, mais c'est parfois à l'insu, mais elle apprend de ton contact. Fait que déjà là, tu as fait bonne œuvre, si on peut dire, même si c'était dans un contexte plus instrumental. Merci. Mais le rapport, il est disponible, c'est ça que je veux dire. Par rapport à nos financements, ça c'est dans notre rapport annuel de tous nos concours. C'est à ça plus spécifiquement. C'est plate parce que cette année, je viens de le dire, il y a eu beaucoup plus de demandes, que ça a comme doublé le nombre de demandes, mais le budget n'ayant pas doublé, le taux de succès a baissé. Ça m'ensemble. D'autres questions, commentaires? Oui. François. Oui, merci Louise pour ta présentation. Merci pour l'impact que tu as eu sans doute dans la vie de plusieurs d'entre nous ici et la mienne. Tu parlais de l'évaluation de l'excellence en recherche. C'est quoi les critères qui sont utilisés en recherche-création? Parce que moi, j'ai ces débats-là avec plusieurs de mes collègues. Et c'est facile, comme Louis-Claude l'a dit, d'évaluer la recherche-recherche parce qu'on a des métriques. Mais quand on parle de recherche-création, est-ce qu'il faut qu'il y ait à la fois du succès créatif et du succès en recherche-recherche, ou il peut y avoir quelque chose d'autre? Donc, l'évaluation de la recherche-création, ça reste un enjeu, d'après moi. L'évaluation de toutes les autres formes de recherche est un enjeu. Et ce, pourquoi c'est important de travailler sur les types, c'est parce que c'est pour s'assurer que les critères d'évaluation vont être adaptés à ce type de recherche-là. Parce qu'on ne peut pas, évaluer disons, pour prendre vraiment un projet de recherche citoyenne avec le même set de critères que de la recherche fondamentale en mathématiques. C'est juste pas possible. C'est pas adapté. Alors, c'est pour ça, tout ce travail-là sur les types de recherche, c'est pour essayer de mieux aiguiser nos couteaux, mieux avoir des outils plus précis et mieux designés, si on peut dire, pour la forme de recherche. Pour la recherche-création, c'est vrai qu'il y a un autre défi, c'est que la gamme de la recherche-création en elle-même, elle est vraiment illimitée. Alors, dans la formation des comités, on est obligé de faire des comités pour musique parce que il y a beaucoup de demandes côté musique, puis que c'est une expertise particulière. Beaucoup du côté des arts médiatiques, il y en a quand même pas mal. Alors, on fait des comités le mieux qu'on peut, mais on ne peut pas faire un comité pour une personne. Alors, vous comprenez qu'il y a quelque chose qui est... Ce qui est évalué, ce qui est évalué, c'est la rencontre du processus, de la démarche de développement du projet. Ce n'est pas l'esthétique comme telle du projet fini. Parce que le projet, il n'y a pas besoin d'être un projet... ça peut être juste
le projet de demande de subvention peut porter sur la conception d'un projet qui sera réalisé peut-être s'il y a de l'argent du Conseil des arts, disons. Mais c'est sur comment, ou la faisabilité d'un projet, ou le développement du processus qui va mettre des recherches préalables pour développer ou construire ton projet. Alors, il y a ça, puis il y a le retour ou les allers-retours avec la problématisation. Puis c'est les deux choses qui sont... c'est pas facile à évaluer, puis c'est effectivement... c'est à la suite des comités d'évaluation, j'ai un retour de toutes mes équipes, parce qu'il y a des professionnels pour chaque... Puis il y en a qui ont beaucoup de comités, comme des centaines de comités, vous en doutez, comme maîtrise et doctorat, ça. Mais j'ai un retour sur tout ce qui a popé, et j'ai toujours un retour sur recherche-création, parce que c'est vrai que c'est pas facile de... C'est comme rentrer dans une... essayer de faire rentrer tout le monde dans la même taille de chaussures, c'est pas évident. Mais tout le monde, là, je te parle, ça peut être 6 projets qu'on évalue qui sont plus dans un secteur. Mais c'est pas évident, c'est pas facile. Merci. On a le temps pour une dernière question, intervention. Sofiane? Oui. Donc, tu as vu vraiment évoluer la recherche-création depuis plusieurs années, plusieurs décennies, puis notamment en étant au Fonds de recherche du Québec. Qu'est-ce que tu as vu comme une grande transformation, puis comment, tu le mentionnais, cette année, il y a eu comme beaucoup plus de demandes, c'est-à-dire, il y a des gens qui se sentent peut-être de plus en plus appelés vers ce type de projet-là, donc comment est-ce que tu vois les choses évoluer? Bien, tu sais, on a fait plusieurs consultations. Oui. J'étais de l'une de ces consultations-là, peut-être de 2, on a fait plusieurs, des regroupements stratégiques, pour essayer de voir comment ça a évolué. Je dirais que au Fonds de recherche, depuis 1992, il y a vraiment une volonté puis un désir. Et ça correspond aussi à la culture du Québec. L'industrie culturelle au Québec est une industrie très importante. Elle est beaucoup à Montréal ou autour de Montréal, mais c'est quand même important pour l'ensemble du Québec. On a beaucoup d'écoles d'art, et il y en a partout, ça, à travers le Québec. À l'UQAC, il y en a, il y en a à l'UQAT, il y en a évidemment à l'UQO, beaucoup à Montréal. Là, c'est ça, je dois en oublier, à Sherbrooke. Mais à l'UQTR, il y a même une soufflerie de verre. Ça, je ne savais pas. Vous autres, vous savez. En tout cas, alors, le Québec puis la diplomatie québécoise est beaucoup une diplomatie culturelle. Ce qui fait le mieux connaître le Québec à l'international, c'est beaucoup ses artistes. Alors, on fait un très gros colloque, là, Nos recherches changent le monde, le 4 et 5 juin, je vous invite à y participer. Il y en a parmi vous qui sont sur la programmation. On le fait avec le CNRS. Ça devait avoir lieu le 12 et le 13 mars 2020, évidemment, cette année. Et on le reprend. Et ma collègue qui dirige au CNRS, l'Institut des sciences humaines et sociales, moi, j'avais écrit l'invisibilité des sciences humaines dans mon petit liminaire, a été surmontée, etc. Maintenant, les sciences humaines et sociales sont centrales dans tous les projets de nature et technologie, puis de projets de santé aussi. Alors, elle m'écrit « Ah, mais c'est pas du tout invisible, les sciences humaines et sociales, comme genre, c'est pas ton problème. » Et là, tout à coup, je me suis souvenu que le Nouvel Obs, c'était la première page, les maîtres de l'université française. T'as la radio, t'as la télé, je sais pas, c'est toujours des intellectuels, des sciences humaines et sociales, des philosophes qui interviennent. En France, c'est très connu, je veux dire, les intellectuels. Ici, au Québec, c'est pas les intellectuels. Je veux dire, quand est-ce qu'ils prennent la parole, là, publiquement, c'est rarissime. Mais nos artistes, oui. Les artistes sont très sollicités. Alors, c'est sûr que peut-être, je veux dire que le Fonds de recherche appartient à une culture quand même du Québec, là.
et que probablement que l'importance de la culture au Québec a une incidence sur le fait que le Québec... Parce que le CRSH, les mêmes années, un peu après le FCR, avait voulu mettre recherche-création. Ça a duré juste 3 ans, puis ils l'ont retiré. On peut encore postuler en recherche-création au CRSH, mais pas dans un programme spécifique. Et alors que chez nous, on a quand même 4 regroupements stratégiques sur 29, c'est énorme, qui sont dans le domaine de la culture. C'est énorme. Puis plus on en cofinance un avec Nature et Technologie, que je ne compte même pas dans les 4. Alors, ça veut dire sur musique, le Brahms, la musique et le cerveau. Mais ça veut dire que c'est... puis, alors, une autre grande différence, c'est tout la part... mais aussi sur le plan de la recherche, parce que les artistes, à cause des universités, puis à cause des programmes de doctorat, ça a beaucoup changé, les programmes de doctorat. Parce que ça a beaucoup changé la place de l'artiste à l'université par rapport à ses collègues, parce que il y avait les mêmes diplômes, puis le diplôme il est le même, je veux dire, le titre PhD il est le même, quelle que soit ta discipline. Et ça fait quand même que les artistes ont eu plus de place. Il y a énormément d'étudiants qui font des thèses. Mais tout ça, c'est un énorme volume de réflexion, de recherche, de créativité, enfin. Et ça, plus il y a quand même aussi beaucoup d'industries culturelles qui gravitent en marge. Évidemment, ça ne correspond pas aux travaux d'Hexagramme, mais ça donne du travail à vos étudiants, ça donne de la visibilité à vos expertises et aux recherches qui sont faites. Enfin, je ne sais pas si j'ai bien répondu. Merci, Louis. Merci.